Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode hors série du bulletin GP sur les magazines Jaguar Racing. Abdou Sall avec vous et toujours en compagnie de Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou, on plonge vers le 4e épisode, 4e numéro de Jaguar Racing, l'édition de septembre et octobre 2000. Et c'est une édition très américaine de ce numéro parce que c'est le Grand Prix des États-Unis. Il fait son retour à Indianapolis après plusieurs années d'absence du calendrier. 8 ou 9 ans, le dernier c'était à Phoenix au début des années 90. Et là, la saison de Jaguar se déroule franchement pas très bien. Et on voit un changement quand même dans le look du contenu du magazine où on abandonne peut-être certains angles qu'on pouvait couvrir dans les premiers numéros sur la voiture, les courses, etc. Parce que franchement, les résultats sont pas vraiment là, donc on peut pas vraiment parler on peut pas vraiment vanter, là, les gens se rendraient compte que c'est pas vraiment ça. Donc, on bascule vers des entrevues avec des célébrités, on parle davantage de circuits. Il y a deux longs articles, un sur Indianapolis, l'autre sur le circuit d'Autriche. Donc, on est quand même un peu plus loin. Mais on regarde quand même certaines chroniques ou certains contenus que j'ai pas vraiment évoqués, les articles de fond sur l'ingénierie et l'informatique. Donc, tout ça, ça revient, mais quand même, cette fois-ci dans le numéro, la une, on l'a évoqué au tout début de la série, c'est Paul Newman, intitulé le Stargazer. Paul Newman eyes up Formula One return to the USA. Donc, Paul Newman voit d'un bon œil le retour de la Formule 1 aux États-Unis. Et on va mettre la photo sur les plateformes pour que vous puissiez le voir. Là, c'est une magnifique une. Pareil pour le numéro précédent où Michael Owen avait quand même une belle photo. Donc, on change de style. Et juste te dire, tu vois qu'à partir du 5e numéro, la une change dans son format. C'est plus un sépia, c'est plus un noir et blanc. Oh. On bascule vers de la couleur. OK. Donc, on commence à revenir vers la couleur. Donc, il y a vraiment un changement éditorial qui se fait. Là, on maîtrise mieux les papiers aussi. Je pense qu'on a trouvé les bons angles. Donc, il y a un travail qui a été fait tout au long de l'année. Ça prend quand même quelques numéros pour trouver la bonne forme. Et là, on commence à trouver quelque chose qui tient à la route. Les premiers, c'était vraiment de la promotion. Là, il y a peut-être un contenu plus riche. Donc, une entrevue avec Paul Newman pour commencer. Enfin, qui sera le deuxième article que je vais revenir. On va commencer avec la tribune sur Johnny Herbert parce qu'il nous annonce sa retraite, en fait son départ de la Formule 1 pour aller vers le kart. Et aussi, on va parler longuement de l'Indianapolis comme nouvelle piste de Formule 1. C'est ce que je te propose aujourd'hui. C'est parti, les amis. Ben alors, on commence avec Johnny Herbert qui nous annonce sa retraite. Donc, dans la colonne introductive, il nous écrit « En tant qu'équipe, nous avons eu des problèmes cette année. Vous ne pouvez pas le cacher. Et en fin de compte, c'est frustrant pour tout le monde, surtout pour moi. Tant que la voiture fonctionne bien, elle peut sans doute figurer dans le top 10. Ces jours-ci, c'est tellement proche sur la grille. Par exemple, en Autriche, j'étais 6e lors de la séance d'essais matinaux, mais j'ai eu des problèmes en qualification. Et même si j'étais seulement à 0,2 secondes plus lent, cela a suffi pour me ramener 16e. Les petits problèmes vous retiennent et cela ne s'annonce pas aussi bien qu'il devrait l'être pour l'équipe. En course, c'est pareil. Toutes ces choses sont réglées au fur et à mesure que l'équipe grandit. L'avenir sera certainement beaucoup plus prometteur. C'est quelque chose que Neil Ressler maîtrise et c'est une personne très compétente. L'avenir de Jaguar Racing est donc très prometteur, quoi que les gens puissent penser à l'heure actuelle. Les gens avaient une bonne opinion de Jaguar de façon générale, parce que c'est quoi, c'est 3 podiums dans toute l'histoire de l'équipe, c'est ça qu'on avait dit une fois? Je pense, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Nous tournons vers les prochaines années lorsque tout sera connecté. Il s'agit d'élargir l'équipe et de la doter des mêmes installations que les grandes équipes. Ce n'est que lorsque nous disposons des mêmes installations que tous les gens peuvent vraiment critiquer. Oui, c'est une mauvaise traduction ici. Ferrari et McLaren disposent d'immenses installations et de leur propre soufflerie, ce qui est extrêmement important. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de ces installations, même si elles seront bientôt disponibles. On avait dit que c'était uniquement avec l'avènement de Red Bull à partir de 2005. Hein. C'est encore une très petite équipe et sa base est toujours très similaire à celle de Stewart Grand Prix, mais nous avons Neil maintenant. Je suis sûr que cela va changer la structure du fonctionnement des choses. J'ai accepté que ma carrière en Formule 1 se terminera probablement à la fin de l'année et je me tourne désormais vers l'Amérique. J'ai eu la chance d'en avoir 10 ans en Formule 1, donc de ce point de vue, ça va. Les 2 dernières années ont été difficiles. Vous en perdez le plaisir parce que c'est quelque chose qui échappe complètement à votre contrôle. Que les choses tournent mal et se cassent, ce n'est pas le but de la Formule 1. La F1, c'est que tout fonctionne parfaitement, être en harmonie avec l'équipe et tout. C'est juste frustrant et maintenant je peux accepter qu'il est temps de changer. Je suis allé récemment à la course Michigan 500 Kart pour jeter un coup d'œil et discuter avec quelques personnes. C'est là que concourent tous les gars que je connais comme Mark Blundell,
Ford pourrait peut-être m'aider. J'en ai parlé à Neil, il a été très positif parce que Ford est quand même une partie prenante assez significative en kart. Chez kart, il y a toujours la possibilité de gagner. La différence avec la F1, c'est que lorsqu'on est un jeune pilote débutant, le défi est de passer d'une petite équipe à une grande équipe. En faisant cela, vous devez impressionner dans une voiture qui n'est peut-être pas compétitive. Même si Benetton a été ma période la plus réussie, elle n'a pas été la plus agréable. Je suis content de l'avoir fait, je ferais probablement toujours la même chose si j'étais dans la même situation. Mon seul regret est mon accident en 1988. Qui sait ce qui serait vrai sans cela? Peut-être que dans la prochaine vie, j'aurai des pieds parfaits et Michael Schumacher pour avoir les miens. Oh! J'espère que je vais maintenant faire un run où tout se passera bien, où je pourrai terminer en beauté avec quelques points. La Hongrie et Monza ont été bonnes pour moi dans le passé et Suzuka n'avait pas trop mal. Donc, je pense que tout ira bien. La Malaisie est la dernière course et c'était bien pour moi l'année dernière. J'espère que je pourrai faire une course comme celle-là. Et voilà, c'est ce qui conclut. On peut le dire, il ne marquera aucun point cette année-là. Et son dernier Grand Prix en Malaisie s'est terminé avec un bris de suspension où il s'est fait mal au genou, mais rien de plus. Mais c'était un accident quand même effrayant dans les circonstances. Bon, ben dans ce cas-là, on va passer à The Hustler et j'accélère un peu le rythme parce que les textes, je te dirais aujourd'hui, sont quand même assez longs. Là. Ouais. Celui sur Paul Newman, ça va, mais celui sur Indianapolis, il est aussi long que le texte de Johnny et celui que je vais te faire sur Paul Newman, qui s'appelle The Hustler, ou en français L'arnaqueur. Ici, on a une magnifique photo de Paul Newman en couleur qui est un peu différente de celle qu'on a vue. C'est le Paul Newman des beaux jours. On dirait juste un vieux Reggie Dunlop ou plus âgé. Dans un trench coat brun sur le bord de la plage avec un cure-dent entre les dents. Ouais, c'est Paul Newman, je veux dire. On le reconnaît, là. Du Newman tout crash. Oui, c'est ça. Lorsqu'on regarde l'article, on a une photo ici sur la gauche de Paul Newman dans le film Winning de 1968 où est-ce qu'il interprète un pilote automobile. Je dois dire que je ne connaissais pas le film. Ensuite, on a des photos ici et là. Tu vas voir Abdou, là, parce que Paul Newman a quand même une veste de Jaguar. Il était invité par Jaguar au Grand Prix de Montréal. Oh, OK. Donc, on voit différentes photos de Paul Newman en course automobile dans ce même film. Là. Ici, on le voit en couleur, ici, on le voit en noir et blanc. Quoi d'autre? On a une photo d'un jeune Paul Newman qui, à Hollywood, semblait vouloir attendre une voiture. Et on a encore Paul Newman plus récemment, lorsqu'il faisait la course automobile pour... dans différents domaines. Donc, c'est vraiment du Paul Newman. Là. On a vraiment la figure de course automobile. Là. On l'angle là-dessus, sa passion pour la course automobile, sa passion pour la Formule 1. Donc, on sait très bien dans quoi on s'embarque. Et encore une fois, c'est Adam Cooper qui signe le texte. Donc, on est sur une valeur sûre. Lorsque Paul a visité le Grand Prix du Canada, la presse mondiale s'est précipitée pour obtenir une interview, mais il ne parlait qu'à nous. Au cours d'une saison, de nombreuses célébrités se rendent au Grand Prix pour voir ou être vues. Et ça ne pourrait pas être aussi vrai aujourd'hui. On a des dédicaces à Martin Brundle. Martin, si tu nous entends, on t'invite au balado. On te lance l'invitation. Certains sont de véritables passionnés et suivent le sport avec un certain dévouement, tandis que d'autres ne connaissent pas les deux extrémités d'une Formule 1. Encore une fois, on peut référencer à cet épisode de balado où j'avais lu le Martin Gridwalk à Miami, c'était une catastrophe. Un shit show. Oui, on peut le dire. Beaucoup sont importants dans leur pays d'origine, mais n'ont pas d'importance ailleurs. À Silverstone, par exemple, les habitués de la télévision britannique, Chris Evans et Carol Vorderman, ont attiré les caméras des médias, mais ont suscité des questions. Qui est-ce? Par les médias étrangers. Carol Vorderman, c'était la madame qui plaçait les chiffres et les lettres à Countdown, qui est la version britannique de des chiffres et des lettres. C'est la madame mathématique, c'est elle qui pouvait faire tous les calculs. Chris Evans, c'est un acteur de la télévision britannique qui était peu connu à l'époque, qui est devenu beaucoup plus maintenant, mais oui, Carol Vorderman a plus de 60 ans aujourd'hui. Les plus grandes stars, cependant, sont capables de transcender les barrières internationales et ne sont pas beaucoup plus grandes que Paul Newman. À 75 ans, le vétéran d'Hollywood attire toujours les foules et a toujours une présence magique. Et lorsqu'il est apparu à Montréal avec Jaguar Racing, le paddock est devenu fou. Il est peut-être un visage familier sur les circuits américains, qu'il conduise lui-même ou qu'il surveille son équipe Champ Car Newman Haas, mais on le voit rarement sur un Grand Prix. Et je veux juste préciser que c'est pas la défunte équipe Newman Haas n'est pas avec Gene, mais bien Carl Haas, qui a d'ailleurs fait un passage en Formule 1. Ouais, et Carl Haas, moi je me rappelle, j'ai déjà vu un Grand Prix de Champ Car à l'époque où est-ce qu'on pouvait avoir les billets pour aller dans le paddock, là, et je l'ai vu avec son cigare, puis mémorable. Là. Il est
facile à reconnaître. OK. Il se reconnaît avec le cigare et avec ses lunettes de soleil. Ouais. Donc, à partir de là, c'est un indice. Les photographes et les équipes de télévision se bousculaient pour obtenir des gros plans et les intervieweurs des chaînes de télévision italiennes et autrichiennes lui brandissaient des microphones au visage à la recherche d'une citation. Ils perdaient leur temps. Paul n'aime pas l'attention des médias lorsqu'il participe à une course, même s'il n'est pas en service, juste pour jeter un coup d'œil. Les Américains savent que cela ne vaut même pas la peine d'essayer. C'est un peu fort de café, je pense. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté, l'apparition de Paul lors d'un événement américain ne manque jamais de fasciner les fans et il tourne autour du paddock en scooter pour tenter d'éviter leur attention, mais il ne pourra jamais être aussi anonyme qu'il le souhaiterait. Tout le monde veut poser à ses côtés pour une photo et parfois il ne peut pas s'écarter. Mais si vous voulez un autographe, ne vous embêtez pas. Newman refuse poliment toutes ses demandes. Paul était à Montréal en tant qu'invité personnel du patron de Jaguar Racing, Neil Ressler, qu'il connaît grâce à la longue implication de Ford chez Newman Haas. Environ une fois par an, je l'invite sur notre piste d'essai, explique Ressler. Et nous conduisons quelles que soient les voitures de route du moment. Il adore ça. C'est un très bon pilote. Il a tendance à s'auto-dévaloriser et se décrit comme n'étant pas naturel et pas très bon. Mais ensuite, il sort et conduit très bien ses voitures chaudes. Il a 75 ans. Cependant, je sais que le calendrier dit qu'il a 75 ans, mais si vous le voyez, il est dedans. Bonne forme physique, bonne forme mentale, agile et énormément capable de faire un travail dans une voiture de course. Alors, comment s'est-il retrouvé à Montréal? Il a téléphoné, il m'a demandé « Quand allions-nous passer une autre journée amusante? » C'est comme ça qu'il appelle. Une chose en a entraîné une autre. J'avais demandé de venir à une course de Formule 1, mais il est toujours en train de faire un film ou à une course de Formule 1. Je ne sais pas exactement ce que veut dire la traduction ici, mais oui, il est toujours en train de faire un film à tout le moins. Puis la question d'un éventuel passage au Canada samedi en route pour la course de Détroit s'est posée. Habitué du Chum Car où les budgets sont plus petits et où les règles contrôlent étroitement les voitures, Paul a admis avoir été étonné par ce qu'il avait vu. La technologie est tout simplement étonnante. Et là, ici, c'est Adam Cooper qui parle un peu plus. Une promenade dans les stands de Jaguar Racing m'a ouvert les yeux. Depuis sa dernière visite à un Grand Prix, il ne se souvenait plus à quel point le sport avait fait un énorme pas en avant en termes de données disponibles dans les stands, un domaine qui est plus étroitement contrôlé dans le kart. Et là, on retourne à une citation de Paul. Si j'avais autant de télémétrie, je ne saurais pas dans quelle direction me tourner. Vous savez, l'une des choses dont il parlait avec les pilotes de chasse était que certains des instructeurs pilotaient des avions beaucoup plus vieux, obtiendraient beaucoup moins d'informations et ils pouvaient mieux se battre que les autres gars qui étaient bombardés de tellement de choses qu'ils ne pouvaient rien y faire face. C'est intéressant de voir c'est le nombre d'humains ici qui arrivent à faire la différence, à interpréter les données par rapport au Cham Car où il n'y a pas énormément d'ingénieurs qui sont là pour pouvoir faire le travail derrière. Donc, c'est un peu ça ici la comparaison qu'il fait. Jaguar a toujours été un nom vénéré aux États-Unis. Is it? Genre. Ouais. En particulier parmi les stars de cinéma qui ne veulent pas de l'indulgence d'une Rolls-Royce mais apprécient une touche de classe britannique. Est-ce une marque qu'il a toujours admirée? Bien sûr. Et bien sûr, Ford fait maintenant un travail formidable avec cela mais je ne suis pas beaucoup avec les tramways. Je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'il veut dire ici. Il faudrait que je regarde la version anglaise. Alors, as-tu déjà possédé une Jaguar? J'avais une Jaguar qu'un ami m'avait offerte et que j'ai conduite pendant environ 8 ou 9 mois. Une superbe voiture, une 2.8. Newman a passé la plupart de ses années chez Trans-Am Onishing pour conduire pour Nissan et pendant un certain temps la Jaguar XJS Chronology de l'équipe GP44, qui a été la principale opposition. Cependant, il a piloté une fois une XJ220 en 1995. Tom Wilkinson Racing a organisé une série pour certaines des légendes américaines de la course automobile sous le nom de Past Masters. Des XJ220 identiques ont été préparés pour l'usage de certaines stars célèbres d'Indianapolis et de Daytona, et sur le papier, cela semblait assez intéressant. Malheureusement, les courses ne sont pas déroulées sur un des plus grands circuits du pays, mais sur un parcours de fortune situé dans le petit ovale de l'Indianapolis Raceway Park, le parent pauvre du Brickyard voisin. Et c'est vrai, c'est vraiment la version cheap du Indianapolis Motor Speedway. Pourquoi? Oh, parce que c'est vraiment rustique comparé. Il y a un ovale, il y a un circuit urbain, un circuit routier, mais c'est vraiment de type circuit local comparé au EMS. OK. Donc là, si je poursuis, ils se sont transformés en derby de destruction très coûteux. J'ai fait une course à Sylvain Newman. C'était censé être un parcours routier sur un petit ovale d'un demi-mille. Ils ont mis un petit pli. C'était la nuit et je ne voyais rien, mais je me suis qualifié 3e, je pense. Paul participe à la course depuis suffisamment longtemps pour voir de nombreux constructeurs aller et venir dans différentes catégories. Les courses de Grand Prix sont-elles le bon endroit pour l'image de Jaguar? Et Paul de répondre, quel serait un meilleur endroit?
très bonne question. Hein? Ici, Adam Cooper renchira en disant « Le Mans peut-être, mais bien sûr, c'est du vieux stock maintenant. » Paul répond « Oui, ils l'ont fait, mais ces voitures de F1 sont tout simplement spectaculaires. » C'est vrai, la Jaguar, c'est une très belle voiture. Il faut dire qu'au début des années 2000, je pense pas qu'il y avait de plus belles voitures que les Jaguars. True. C'est ce verre-là, généralement, c'est assez bon encore aujourd'hui. Le verre de l'Aston Martin, je vois mal comment ça peut battre une autre voiture. Non, voilà. Newman-Haas fait partie de la famille des courses Ford depuis longtemps. Il y a beaucoup de croisements avec Jaguar Racing, notamment du côté de Cosworth. Paul garde-t-il un œil particulier sur ce qui se passe en Formule 1? Est-ce que je garde un œil sur ce programme? Il sourit. Je peux à peine gérer ce que j'ai. Le principal lien humain entre les deux mondes est Neil Ressler. Bien qu'il se concentre désormais sur Jaguar Racing, CART et plus particulièrement Newman-Haas relèvent de sa compétence depuis plusieurs années. Paul a beaucoup de temps pour Neil. Il est aussi bon que possible, il fait partie des gentils, il n'y a pas de bêtises chez lui. Il ne prend pas d'air, il ne fait rien de ce genre. Il est très discret, c'est un grand homme de technologie. Et à la question, et Jackie Stewart est-il un ennemi depuis 30 ans? Paul nous répond, je le connais. Je ne sais pas ce qu'est le fait d'être un ami, je veux dire. Nous nous connaissons et nous nous voyons. C'est difficile d'être ami avec quelqu'un que nous voyons tous les 5 ans. C'est vrai. C'est vrai, mais quand même, il connaît Paul Stewart, il connaît Jackie Stewart, oui. Ouais. Donc, toute discussion sur la Formule 1 avec quelqu'un du monde de Champ Car tourne inévitablement vers une comparaison des deux séries. Paul est dans une assez bonne position pour comparer les deux mondes, notamment parce qu'il a employé 2 anciens champions du monde, Nigel Mansell et Mario Andretti. Michael Schumacher et Mika Hakkinen sont-ils des gars qui l'admirent? Comment pourriez-vous ne pas le faire? J'admire tous ces gars. Le simple fait de participer au spectacle est extraordinaire. Évidemment, ces voitures sont plus difficiles à conduire à la limite, mais demain, il y aura 17 voitures qui peuvent gagner cette course kart à Détroit, et c'est vraiment la différence. À Milwaukee, les 20 premières voitures étaient à une demi-seconde les unes des autres. Si vous perdez un dixième, vous perdez 7 places. Cela dit, kart traverse une période difficile. Très difficile même, je pense qu'on peut dire. Là. Ouais. Quand on le sait, là, c'était extrêmement, extrêmement difficile. La perte de l'Indianapolis 500 se fait encore sentir et les chiffres d'audience de la télévision sont en baisse. Ont-elles remonté? Pas vraiment. Hein? Écoute, petit aparté, parce qu'on enregistre encore dans la fin de semaine du 27 avril, puis les dernières cotes d'écoute du Grand Prix de Long Beach, c'était quoi, 300 000 téléspectateurs sur USA Network? Ouais, c'est du basic cable comparativement. Tu m'avais montré le chiffre à un peu plus de 750 000 ou 800 000, mais c'était sur NBC, donc c'était la chaîne principale. Donc, c'est difficile de faire le comparatif, mais quand même, c'est difficile. Puis Long Beach est quand même... la deuxième course en importance après le 500. Oui, c'est ça. C'est quand même la plus grosse course après l'Indy 500. La veille, l'organisation s'était séparée de son patron l'anglais Andrew Craig. Eh bien, le schisme avec IRL a fait très mal. Il était inutile et inutile. Et j'espère qu'ils seront capables de l'aplanir. Ça a pas marché. Sur ce, un visage de Jaguar apparaît à la porte du camping-car. La FIA a organisé un tour du circuit Gilles Villeneuve dans la voiture de sécurité pour Paul. Et le créneau est maintenant disponible. Il doit donc y aller. Plus tard, il regarde les qualifications depuis le mur des stands et passe un court moment à discuter avec Irvine et Herbert. Ensuite, il est temps de partir. Paul prend l'hélicoptère et retourne à l'aéroport. Paul est un gars formidable, un gars ordinaire, déclare Ressler. C'est un bon ami de Ford et du mien depuis longtemps. Il a passé un bon moment et il l'a apprécié. En fait, il a été assommé par le spectacle de Formule 1. Il est impressionné par la présentation professionnelle de cette série. Elle est inégalée. Dans le monde, partout où vous regardez, vous voyez une qualité supérieure. Les garages, les murs des stands, les voitures elles-mêmes. Cela ne ressemble à rien d'autre au monde et il est reparti avec ce sentiment. Quand elle est partie, nous avons convenu de faire en sorte qu'il le fasse. Venez nous rendre visite pendant tout un week-end lors d'une course européenne. C'est une question de respect des horaires, tout simplement. Ah, mais c'est une très bonne entrevue avec Paul Newman. Par contre, ce que j'aurais aimé apprendre, c'est surtout parce qu'il parle beaucoup de son expérience comme pilote, mais je veux juste mettre en contexte que Paul Newman, c'est loin d'être un mauvais pilote de course. Il a fini 2e aux 24 heures du Mans, en 79. Il a terminé 3e au classement général des 24 heures de Daytona en 95, en gagnant même dans sa classe. En plus de gagner d'autres courses sanctionnées par la Sports Car Club Automobile Association, là, qui est un peu l'équivalent ou l'ancêtre de l'IMSA qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'aurais aimé ça
en apprendre un peu plus sur le pilote en lui-même, sur son passé, parce que c'est vrai que on parle des 24 heures du Mans, mais pas beaucoup, je trouve. C'est un très bon article pour expliquer en détail ce que Newman a vécu dans un paddock dans le Grand Prix de Formule 1. Mais tant qu'à y être, tant qu'à l'avoir, on aurait pu parler de ses succès automobiles. Oui, mais l'angle ici, c'est son lien avec Jaguar. Puis tout ce qu'il a fait avec Jaguar, c'est pas nécessairement avec Jaguar ou Ford. Donc à partir de là, c'est un peu hors sujet. Combien de temps il y a pour répondre? Une vingtaine de minutes peut-être, vu qu'il arrive par hélicoptère puis qu'il repart par hélicoptère pour aller à Détroit. Donc c'est assez compliqué. Donc ouais, il faut faire le choix, puis après on le suit, puis on écrit sur l'impression ou ce qu'il fait. Donc on peut pas vraiment approfondir. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est l'angle du magazine qui fait en sorte qu'on détermine un peu le sujet ici. Là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On bascule sur l'Indianapolis, c'est le gros feature. Là, donc, la moitié de ce qui me reste encore à te lire, Abdou, là, c'est là-dessus. Donc, on va basculer tout de suite. D'autant plus ça fait juste déjà 22 minutes, donc on est encore correct, on est encore dans les clous. Alors, le retour de la Formule 1 aux États-Unis ne pouvait pas avoir un meilleur lieu. Le cœur du sport automobile américain, Indianapolis. La question est, que pensent les locaux de tout cela? Bien, ça aurait pu être pire. On m'aurait peut-être proposé des vacances d'hiver à Cleethropes ou une assiette froide de gelée d'anguilles, mais mon cœur s'est quand même serré à la nouvelle. L'endroit où sortir Indianapolis avec les pilotes et les équipes de course est le pub Union Jack. Il n'est qu'à quelques pâtés de maison d'ici. Vous allez l'adorer, dit un citoyen britannique. Oui, en effet. Un pub britannique à thème dans un endroit 6 fois plus éloigné qu'un voyage de Land's End à John O'Groats est à peu près aussi tentant qu'une soirée avec Benny Hill sans ses beautés. Des références vraiment anglo-anglaises. Hein. Mais nous recherchions la première place pour les pétroliers d'Indianapolis. En fait, les Petrolheads, là, sans doute la traduction ici. Et à moins d'un mille de la grille, où le mois prochain, la Formule 1 fera son premier retour au pays de l'oncle Sam en 9 ans, l'Union Jack est un sanctuaire de la vitesse à peine moins vénéré que la piste de Brickyard, un peu en retrait. Si vous voulez manger à la table à côté de Mario Andretti au bar aux côtés de Eddie Cheever de Juan Pablo Montoya, alors l'Union Jack est le seul endroit où aller, a déclaré le gars du Star d'Indianapolis, c'est le journal local, pour qui le retour des Grands Prix des États-Unis sont sa plus grande histoire depuis que les Indiana Pacers ont presque battu les LA Lakers en finale de basketball de la NBA. Okay. Des Union Jacks et des drapeaux à damier flottaient depuis le pseudo-pub dans la brise lourde et humide d'une journée d'été humide dans l'Indiana. Le thermomètre sur le tableau de bord d'un cabriolet XKR, évidemment, c'est une Jaguar, affichait 3 chiffres. Ah oui, en Fahrenheit. Le capot à persienne était si chaud que nous aurions pu faire frire un hamburger sur le parking sans avoir à endurer le caractère britannique fabriqué du pub. En fin de compte, la promesse d'un air aussi frais qu'un verre de bière américain givré omniprésente nous a attiré du sauna de banlieue à travers des portes battantes en vitraux qui ne tiendraient pas une seule nuit dans un véritable débit de boisson britannique. Ce n'est pas le souffle glacial de la climatisation qui m'a frappé à moins d'un demi-pas de la porte. Du sol au plafond, les lambris en chaîne prévisibles étaient dissimulés dans un coffre au trésor de souvenirs du sport automobile. Au début, il n'y avait pas trop de choses à comprendre, les casques, les peintures, les panneaux des stands et la carrosserie. Il s'agissait d'une fusion automobile de la grotte d'Aladin et du mausolée de Toutankhamon. S'il n'y a jamais eu une preuve qu'Indianapolis a une relation torride avec le sport automobile, c'est bien celle-là. Alors, citation ici. Quand le Grand Prix arrivera en ville, non seulement Indianapolis ne saura pas ce qui lui revient, mais la Formule 1 non plus, a estimé Rick Rising-Moore, le propriétaire de l'Union Jack né à Oxford. Je sais que les tifosi italiens deviennent fous et que les Britanniques adorent leur course, mais le Grand Prix s'est vendu en quelques semaines. 200 000 billets dans un pays où il n'y a pas eu de course de Formule 1 depuis près d'une décennie. Et là, ici, on recite ici encore le propriétaire de l'Union Jack. Je reçois des gens qui m'appellent du Brésil, d'Australie, du Royaume-Uni, d'Allemagne pour acheter des billets. On m'a proposé 1 000 $ pour un billet de 100 $. Cela va être énorme. Chacune des 20 158 chambres d'hôtels disponibles à Indianapolis a été vendue pour la course du 24 septembre. Les vols à destination et en provenance de l'aéroport local se remplissent et les entreprises locales se préparent pour Noël tôt. On parle même du Grand Prix qui éclipserait l'événement le plus célèbre organisé par l'Indianapolis Motor Speedway, l'Indy 500. Vraiment, à ce point-là, je sais que c'était gros, mais le hype était un petit peu surfait quand même. Parce que les autres années, là, ils n'ont jamais rempli à pleine capacité, à mon souvenir. Hein? Et je pense aussi que l'édition de 2005 a laissé une marque
très indélébile sur la suite de la Formule 1 à Indianapolis. Ouais, le fameux Michelin Gate, là, si on peut l'appeler comme ça, là. Ouais. Ou enfin le Bridgestone Gate ou whatever gate là, que vous voulez. Là. Mais quand même, la Formule 1, c'est quand même bien rebondi. Ensuite, on retourne à Austin quand même. Donc, Ouais. c'est une vraie terre pour la Formule 1 Austin. Mais à l'IMS lui-même, il y avait plus de prudence que de célébration. La F1 a échoué trop souvent en Amérique, ça c'est vrai, pour que le propriétaire et le promoteur de la course, Tony George, devienne arrogant. Las Vegas, Phoenix et même Détroit, la ville automobile américaine ne pouvait soutenir le plus grand spectacle sportif itinérant annuel au monde. Puis quand on parle de Vegas dans le stationnement du Caesars Palace. Non, Ouais. on parle pas du... Pas le circuit actuel. Non, on parle vraiment du parking. Ugh. La course a tellement évolué dans les années 1980 qu'il était difficile d'en tirer profit, explique George. Elle se déroulait sur des circuits temporaires dans des villes où il aurait pu être difficile d'organiser une course nationale. Mais Indianapolis est une ville de course et Indianapolis est connue pour organiser de grandes courses. Nous avons amené le NASCAR ici et avons fait fonctionner alors que les gens disaient que ce ne serait pas le cas. Donc je pense qu'Indianapolis accueillera la Formule 1 tout aussi bien. Elle l'a quand même bien accueilli quand même. Les infrastructures étaient très modernes, c'était bien présenté, c'était joli, mais le virage, par exemple, en forme de tire-bouchon. de tire-bouchon, pas de tire-bouchon, mais de tuyaux de robinet, là, c'est horrible. Ah, et Dieu merci, ils l'ont changé après que la F1 soit partie des États-Unis. Oui, c'est adapté pour la moto, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Soyons réalistes, si nous ne pouvons pas le faire fonctionner, je ne sais pas qui le pourra. Ça, c'est une citation qui est un petit peu ma vieille quand même, parce qu'on sait maintenant que ça fonctionne bien à Austin. Avec Liberty Media, ça fonctionne bien à Miami. Mais en même temps aussi, il y a tellement de gens à Miami, puis il y a tellement d'internationaux que naturellement, ça peut marcher à Miami. Je pense pas qu'il y a un hype à cause de Liberty Media. Je pense qu'il y a tellement de Latino-Américains qui sont là, qui aiment la Formule 1, puis de beaucoup d'Européens qui vivent à Miami, parce que c'est une ville assez internationale où, en fait, il y a un look européen avec une touche américaine qui fait en sorte que ça peut bien fonctionner. Donc, ouais, ça va marcher, même si le Grand Prix est dégueulasse. Ouais. Dans le township de Speedway, où la piste est la pièce maîtresse, la vie normale de banlieue passe au second plan. Des pelouses bien tondues sont moins importantes que des banderoles noueuses, accrochées en désordre à de vieux Porsche écaillés, proclamant leur allégeance à une équipe ou à une autre. Pour certains, même une vieille banderole de bière Miller criant « Bienvenue aux fans de la course » depuis leur maison suffit à leur annoncer leur besoin de vitesse. Les 2 roues, les 4 roues motrices sont abandonnées au profit des Corvettes flambées ou des Jeeps rouillés. Les locaux préfèrent leurs voitures de course brillantes, pas les leurs. Citation. Ici, nous n'aurons pas besoin de faire beaucoup d'éducation sur la Formule 1 et a estimé Bob Schultz, responsable du tourisme à Indianapolis. Mais ailleurs en ville, si Michael Schumacher marchait dans la rue, il n'aurait pas le droit à un second regard. Michael Schumacher, je me rappelle, avait fait un tour à Texas Motor Speedway. Oh! Oh, oui. Pas avec une Formule 1. Il est allé en famille pour aller voir le circuit, puis il avait fait la queue pour embarquer dans une voiture embarquée, puis aller faire le tour lui-même pour le piloter. On ne l'a jamais reconnu. Il a fait la queue comme tout le monde, il a attendu 2 heures. Oh mon Dieu! C'est quand même assez flabbergastant quand même. Là. Et Michael Schumacher. Et Michael Schumacher, on s'entend, c'est une vedette globale. Mais pas aux États-Unis. Exact. Tu mets Lewis Hamilton au Texas Motor Speedway, je suis pas sûr qu'il est reconnu. Ouais. Je suis pas sûr qu'il est reconnu Verstappen non plus. Tu vois, c'est... Peut-être aujourd'hui, peut-être moins. Je pense qu'aujourd'hui... Non, il y a plus de chances qu'il soit reconnu, mais encore, je pense que ça serait difficile. Exactement. Ouais. Donc ici, on reprend la citation. Ce que nous avons fait, c'est organiser des séances de formation avec d'anciens pilotes de Formule 1 comme Derek Daly pour expliquer ce qu'est la Formule 1 et en quoi elle diffère de Champ Car ou d'IRL. La meilleure personne pour le faire. La meilleure personne pour le faire, Derek Daly, ancien pilote de Formule 1 irlandais, qui a commencé à couvrir le Champ Car et le kart aux États-Unis, notamment pour Speed Network. Oui. Je l'ai déjà rencontré une fois. Ah ouais? Vraiment cool, le monsieur. Il était vraiment, vraiment cool. Nous voulions prendre connaissance à la ville de l'ampleur. Nous voulions faire prendre conscience à la ville de l'ampleur de la Formule 1 qui est Schumacher. Qu'il est plus grand que Michael Jordan, que ici, c'est lui la référence. Ce ne sont pas de petites pommes de terre. Donc, tu vois, on essaie de le mousser, mais en même temps, en essayant de faire un petit peu d'éducation. C'était quand même assez intéressant. Ouais. Abdou, voulais-tu ajouter quelque chose? Je voyais me faire un signe. Non, c'était juste pour dire que peut-être Derek Daly aussi, c'est le père de Connor. Ah oui, c'est vrai, c'est le père de Connor, évidemment, bien sûr. Le programme doit fonctionner. Au centre-ville, dans le centre commercial Circle Center d'Indianapolis, le magasin IMS a fait un commerce dynamique de souvenirs de la première course de Formule 1 tout l'été. Les vestes en cuir sont à $1,300. $1,300 US en 2000.
Et, mais ne se vendent pas trop vite, comme les t-shirts à 20$ qui se vendent comme des petits pains. Hey, 1300 pièces US en 2000. Hey. À l'étage, dans la. Puis, en même temps aussi, c'est normal hein, quand on regarde les prix à Vegas pour une fin de semaine du Grand Prix de Formule 1. C'est sûr. Ouais. Et c'est les billets les plus chers de la saison en moyenne. À l'étage, dans la salle d'arcade GameWorks, la technologie européenne des jeux de Formule 1 n'était pas encore arrivée. Au lieu de cela, les amateurs de vitesse se sont amusés sur un simulateur Sit-in Indianapolis 500. Les vieilles consoles faites par Sega au début des années 90. Ouais. Le problème est que l'Indy 500 se déroule dans la direction opposée au Grand Prix. Donc, tout voyage sournois tard dans la nuit à l'arcade pour messieurs Irvine ou Herbert serait pratiquement inutile. Ils devront apprendre le circuit à l'ancienne au volant d'une Jaguar R1. Tu sais, une petite promo encore pour mettre une Jaguar. J'ai hâte de reprendre la piste à Annie et Irvine. Fredin est passé par là et il dit que cela pourrait être la piste la plus rapide de Formule 1. Des pilotes comme Villeneuve ont couru en virage. Enfin, ils ont fait le Brickyard là, parce qu'on sait que Villeneuve il l'a gagné. Et cela semble à couper le souffle. La seule façon d'avoir une véritable idée de la raideur des virages inclinés à Indy n'est pas de conduire dessus, mais de sortir de la voiture et de gravir la pente. Grimper jusqu'au sommet où un mur de béton blanc inamovible est marqué par des éraflures de magnésium et de caoutchouc à 400 km/h est littéralement à couper le souffle. Le virage 13, ou le virage 1, comme c'est le cas pour l'Indy 500, est l'Everest des virages. Les Jaguars d'Irvine et d'Herbert pourraient atteindre 225 000 à l'heure en passant ici, près de 10 000 à l'heure plus vite que d'atteindre la vitesse maximale actuelle sur la piste de Monza. Et je ne me trompe pas, le circuit d'Indianapolis, le banking, il est de 12-13 degrés, quelque chose comme ça. C'est pas majeur. Là. Talladega, je sais que c'est une trentaine de degrés. Là, puis ça apparaît. Là. On est vraiment... on est croche. Là. Alors qu'Indianapolis, je suis pas tout à fait sûr du banking, mais il est quand même assez significatif. Je sais que tu es en train de faire la recherche, puis moi, je suis en train de combler du temps vide pour que tu puisses faire la recherche. Puis pendant ça, là, tu as de la misère à trouver l'information. Donc, 9,12 degrés. Ouais. OK, intéressant. 9,12 degrés. Puis c'est quand même significatif, Indianapolis, on le voit quand les voitures tournent. Donc, Talladega à plus de 30, là, c'est... il faut quasiment un Sherpa pour pouvoir s'aider à monter en haut. Mais j'ai envie de dire que... J'ai envie de dire que maintenant, Zandvoort est... Ah ben oui, le virage 4. Le dernier virage, en fait, est beaucoup plus relevé pour les voitures de Formule 1, devrais-je dire. C'est ça. Avant Indianapolis, c'était le banking le plus haut. Maintenant, c'est Zandvoort en termes de Formule 1. Oh, super. En voiture, ce n'est pas moins exaltant. Scott Goodyear est un vétéran d'Indianapolis. Et surtout, le plus grand perdant de le plus grand perdant de l'Indianapolis 500 jusqu'à Paul Tracy 3 ans plus tard. Là. Et J.R. Hildebrand en 2011 aussi. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Il connaît chaque centimètre carré de la piste ainsi que quelques centimètres des murs et des zones de ruissellement. Le secret est d'embrasser presque le mur dans le virage 13, ou encore une fois le virage 1. A-t-il commenté calmement alors que le compteur de vitesse de notre voiture vacillait autour de la barre des 200 km/h. Tu sais, normal day at the office, comme qu'on dit. Ouais. L'autodrome est si grand qu'on avait l'impression d'être dans une voiture dinky, mais ce n'est pas un jeu pour enfants, donc voiture pour gosses. Là. Scott était si près du mur que le simple fait de s'accrocher au rétroviseur extérieur aurait pu lui enlever la peau des jointures. Comme disait Christian Tortora, j'aurais pas mis la main. Ah oui! Ouais. Scott montait sur les montagnes russes asphaltées d'Indianapolis. La voiture a roulé du sommet au bas de la berge jusqu'au rebord sans un tic de roue. Tout aussi en douceur, l'inclinaison était soudainement derrière nous et le départ et l'arrivée se déroulaient tout droit comme un tapis goudronné à travers le pare-brise. La célèbre tour des résultats d'Indianapolis défilait devant les fenêtres des passagers, suivie par une nouvelle paddock de contrôle de course et les centres de Formule 1 presque terminés. Tu sais pourquoi ils appellent ça le Brickyard? Scott a demandé alors que nous arrivions pour commencer un nouveau tour de 2,6 000. Mais avant qu'aucun d'entre nous puisse répondre à la question, le doux ruissellement du caoutchouc sur l'asphalte était ponctué par la réponse « papa, 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 papa ». 1 mètre de briques, soit une centaine sur les 3,2 millions d'origines qui recouvraient autrefois le parcours marquant la ligne d'arrivée du départ. Des étincelles voleront lorsque les Formule 1 surbaissés franchisseront la ligne si vite qu'elles seront à un tiers du chemin pour franchir le mur du son. Le potentiel d'un tel festival de vitesse a fait $250 000 de places en tribune ont été vendues en quelques semaines. Les sièges à 150 $ sont désormais disponibles au marché noir pour 1 000 $. Il y a quand même une faute de fait ici, parce que quand on nous dit les voitures iront si vite qu'elles seront à un tiers du chemin pour franchir le mur du son, c'est pas vrai parce que la vitesse, c'est exponentielle en réalité. Ouais. Donc, ça, c'est à dire qu'on est à un tiers du chemin en termes
oui, 300 quelques kilomètres/heure face à 1000 quelque chose, oui, mais c'est pas le cas parce que c'est exponentiel. Donc, ça ici, c'est faux. Joe Montgomery ne vendra ses billets pour rien au monde. Et là, on fait un feature sur ce monsieur ici. On arrive dans la section où on commence à nous faire des profils de différentes personnes à Indianapolis. L'histoire ne s'écrit pas tous les jours au Brickyard. Le 24 septembre à 13h, l'armurier local tirera des balles de départ et non des caoutchoucs de calibre 38. Citation. L'Indy 500 est toujours la grande course ici. Même si les inscriptions ne sont plus aussi nombreuses qu'avant, mais tout le monde ici parle du Grand Prix. Acquiesce Montgomery, Tonnen Smith et Wilson. Donc, il tient une arme à feu. Récemment, il a abattu 2 voleurs qui tentaient de saccager son magasin. Oh boy! OK! Hey! Yikes! Pour Joe, chaque jour est désormais une bénédiction. Oui, parce que t'es pas en prison, man. Il faudrait que je sois mort avant de rater la course. Cet événement signifie qu'Indianapolis organisera 3 des meilleures courses au monde. Il ne manquerait que les voitures de sport comme Le Mans. Et bon, il y a l'IMSA qui va courir à Indianapolis cette année. Je pense qu'il y avait eu des plans pour amener un championnat du monde d'endurance dans les prochaines années. Fait que ils auront eu la F1, évidemment l'Indy 500, le Breaker 400 qui fait son retour cette année. Ils ont eu la MotoGP, puis ils veulent avoir le championnat du monde d'endurance. Donc, oui, donc ils ont à peu près tout eu ce qu'ils voulaient avoir. Hein? Exact. Même si des légendes américaines de la course comme AJ Foyt et les Unser font du shopping au magasin bien nommé 500 Guns de Joe, ou plutôt 500 Guns of Joe, ou Joe's 500 Guns, je suppose, il n'attend pas beaucoup d'affaires de la part des coureurs européens. Étonnamment, hein? Mm-hmm. Les pilotes de Formule 1 préfèrent faire leur chasse dans les discothèques et les bars. Ah oui! Pour reprendre ce que tu me dis souvent, no shit. No shit. Eh bien, évidemment, ici, no shit. Surtout Eddie Irvine, on sait comment c'est un noceur invétéré. Ouais. Mais quand même, c'est cliché. Question. Il gagne combien? N'oubliez pas de les envoyer. A créé une barmaid avec un badge nominatif sur lequel était écrit Molly. Nous venions de lui dire combien peuvent gagner les meilleurs pilotes de Formule 1. Dans ses yeux bleus français, le signe des billets verts résonnait comme dans une caisse de dessin animé. Est-ce qu'ils sont beaux aussi? Voyons voir. Eddie Irvine a l'air de rien. Johnny Herbert a l'air de rien. Michael Schumacher, je le trouve extrêmement laid. Josh Verstappen, on passe. Ou bien il met un sac de papier brun sur la tête. Ouais. Jarno Trulli a un certain charme parce qu'il est italien. Oui. Giancarlo Fisichella aussi. Jenson Button est trop jeune. Ensaran Frenzen. Correct. Qu'est-ce qui reste? OK, on continue. Ouais. En septembre, les nuits seront encore douces et turbulentes. La population va exploser d'un quart lorsque la course aura lieu en ville. Chez Cork and Bottle, juste en bas de la 16e rue du Speedway, le propriétaire Mike Dillman a commandé des caisses de vin officielles de l'USGP. Ouais, il y avait des caisses de vin. Et on le voit là, c'est des bouteilles de rosé. Oh, OK. Donc, ici, on arrive. Il nous dit, il n'y a que 2500 bouteilles et elles coûteront 49,99$ chacune. 50$ US pour une bouteille de vin rosé. Le vin est bon, rien de spécial, mais c'est l'étiquette pour laquelle les gens paient. Donc, le vin est bon, rien de spécial. Donc, il n'est pas si bon que ça, finalement. Oui, ce serait donc, en gros, c'est juste... En gros, tu me corrigeras si tu veux un peu, mais c'est du vin de dépanneur avec une étiquette de Formule 1. C'est probablement ça. Parce que ça doit être du vin californien, à tout le moins. Mais à minima. OK, on continue. Si l'Indy 500 ou le NASCAR Brickyard 400 de la course de NASCAR, évidemment, sont des éléments de bière et de hot dog, le Grand Prix est appelé la fête du vin et du fromage du calendrier des courses d'Indianapolis. Il n'est pas étonnant que les gens du cinéma Claremont Deluxe Drive-In n'aient pas entendu parler des courses de Grand Prix sans parler d'Irvine ou de Schumacher. Grunqua a demandé le vendeur de hot dog dans une cabane criarde rose Barbie au milieu d'une salle de cinéma en plein air. J'ai essayé la Formule 1 comme moyen alternatif de la joindre. Formule quoi? Grognera-t-elle à notre grand soulagement. J'ai changé de sujet pour un sujet que nous comprenons tous les deux, les hot dogs au piment. Sur le parking en gravier, une poignée d'automobiles usées par les intempéries s'est arrêtée près des poteaux métalliques tronqués retenant leurs haut-parleurs métalliques résistants aux intempéries d'origine des United Theaters. Avant l'époque des cinéparcs utilisant la radio FM pour diffuser la bande originale, les parieurs fixaient les haut-parleurs sur les vitres des voitures. À Claremont, vous avez encore le choix. Il n'y a plus beaucoup de cinéparcs. Tout le monde semble préférer regarder des vidéos ou aller dans des cinémas climatisés.
Ben oui, évidemment. A reconnu un cinéphile mobile, Michael Compton, depuis son pick-up Ford personnalisé des années 1970. Compton connaissait le Grand Prix. J'ai vu ces garçons courir à la télévision. Super, ils viennent à Indianapolis. Je suppose que je ferais mieux de m'acheter un billet. Nous n'avons pas eu le cœur de lui dire qu'il n'aurait peut-être pas de chance. Ni le fait que le dernier Grand Prix des États-Unis ait eu lieu à Phoenix en 1991, ni que la dernière victoire d'un Américain dans une course de Formule 1 ait été celle de Mario Andretti au Grand Prix des Pays-Bas en route vers le titre mondial en 1978. Et c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a toujours pas d'Américain qui a gagné un Grand Prix, ou même qui a fait un podium. C'est qui le dernier Américain à avoir fait un podium? Non, Michael Andretti en 93, en Grand Prix d'Italie 93, avec McLaren. Oui, troisième place, c'est vrai. Ouais. Son seul fait d'armes sur cette année à McLaren. Et dans sa carrière. Et dans sa carrière en Formule 1, oui. Alors, citation. Il y a un mouvement clandestin énorme et croissant de fans de Grand Prix en Amérique, a déclaré Ron Burton, artisan de sport automobile à Indianapolis, dont la galerie est située sur les murs du pub Union Jack. Depuis que Jackie Stewart et Graham Hill sont venus ici et ont couru l'Indianapolis 500, il y a eu beaucoup d'intérêt pour la Formule 1. Jackie Stewart, d'ailleurs, aussi, qui l'avait décrit pour ABC dans les années 70. Bien sûr, Indianapolis étant une ville de course et plus à l'avant-garde qu'un endroit comme Phoenix, c'est pourquoi cela devrait fonctionner. Alors qu'ici, ça n'a pas fonctionné en Arizona. Mais à travers le pays, beaucoup de gens s'y connecteront tôt pour voir les courses et acheter des magazines pour savoir ce qui se passe. Enfin, Internet a donné aux fans américains beaucoup plus de chances de se tenir au courant, nous dit M. Burton. Lui, il est né dans la course automobile et même lorsque son père a été tué dans un accident de course alors que Ron était enfant, Burton a toujours été destiné à une vie ivre de carburant à indice d'octane élevé. Je suis allé quand j'étais enfant, mais pour une raison ou une autre, je me suis lancé dans la course en tant que mécanicien. Mais finalement, j'ai fusionné mon art et ma course. Mais je suis toujours bon avec une clé. Nous avons attrapé Burton à l'Union Jack alors qu'il chargeait une petite collection de peintures acryliques Chamcar dans sa camionnette pour un trajet de 2 jours vers le Colorado. Chacune valant jusqu'à 10 000 US et était destinée à certains des pilotes vedettes des courses automobiles. J'ai hâte de peindre les voitures de Formule 1 quand elles arriveront ici, a-t-il déclaré. Pour les non-initiés, il n'y a pas une grande différence entre une Champ Car et une voiture de Grand Prix, mais les couleurs, les lignes des voitures de Formule 1 sont fantastiques. En acrylique, elles auront fière allure, mais aussi la possibilité de peindre la voiture pendant qu'elle roule. Le devers ou le mètre de brique sera très spécial. Et finalement, on termine avec une dernière citation de lui. « Les Américains attendent ce moment depuis longtemps. Nous ferons de notre mieux pour accueillir les pilotes et les fans. Et d'après de ce que j'ai entendu, les pilotes feront un effort particulier pour montrer à l'Amérique pourquoi la Formule 1 est un spectacle si incroyable. » Et j'ai envie de dire, pour avoir regardé récemment le Grand Prix des États-Unis avec le feed de RDS, c'était quand même un bon Grand Prix. Bon, même si David Coulthard a eu un bon moment avec son faux départ, avec un départ sauté. Jacques Villeneuve qui s'est battu pour le podium contre Heinz Harald Frentzen. Malheureusement, c'est l'Allemand qui a obtenu la dernière place du podium. Mais c'était vraiment un bon Grand Prix, mais dans des conditions un peu nuageuses, même proche d'avoir de la pluie aussi, mais effectivement, 250 000 personnes rassemblées pour le tout premier Grand Prix de Formule 1 à Indianapolis. C'était bien cool parce que aussi, le Indy 500 a déjà fait partie du championnat du monde de Formule 1 entre 1950 et 1960. Il faisait partie du championnat du monde de Formule 1, mais c'était pas une course officielle, donc on ne donnait pas des points. Exact. Donc, ouais, exact, c'est vrai. Et là, ça, c'était vraiment la première course avec des voitures de Formule 1 sur le Indianapolis Motor Speedway. Puis quand on sait que ensuite, bon, il y a eu quand même des moments sur ce circuit. Il y a eu 2000, le premier Grand Prix. 2002, le Dead Heat, le supposé Dead Heat entre Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Oui, l'arrivée à l'européenne des courses d'endurance qui fait en sorte que ça n'a été pas accepté. Exact. Ensuite, en 2004, le violent accident de Ralf Schumacher avec sa Williams. 2005, on va passer. 2006, l'accident du premier tour. Ensuite, en 2007, Lewis Hamilton contre Fernando Alonso pour la victoire. Et ensuite, c'était ça, la Formule 1. 2009, le premier Grand Prix d'un certain Sébastien Vettel. Non, 2008. Oui, 2007. 2007 aussi, c'était le premier Grand Prix de Sébastien Vettel qui avait remplacé Robert Kubica
Après son accident à Montréal. Exact, après son accident à Montréal. Donc, il y a eu des moments à Indianapolis en 8 Grands Prix là-bas. Mais, mon Dieu, il n'y a rien qui va battre celui de 2005, on va se le dire. Mais quand même, le hype pour 2000, il était énorme. Du moment qu'on a appris qu'Indianapolis était sur le calendrier, on savait que ça allait être la figure à venir pour les prochaines années. Au niveau de la compétition, ça n'a jamais vraiment été ça. Le public n'a pas toujours été au rendez-vous. C'était difficile de l'attirer, même si à Indianapolis, ça s'est mieux repris à Austin, finalement. Exact. Et en plus, tu vois, quand je lis tout ça, ben t'avais justement, je sais pas si dans les prochaines éditions ils en parlent, mais t'avais Eddie Irvine et Johnny Herbert qui ont fait un tour de démonstration à bord de la Jaguar R1 dans les rues de New York City avant le Grand Prix même. Donc je sais pas si ils en parlent dans les prochaines éditions. Dans le numéro suivant, là. Parce que ça aussi, ça fait partie de la promotion pour le Grand Prix des États-Unis, le retour de la Formule 1. Donc, ça a été quand même assez intéressant. Justement, pendant que Jean-Sébastien... Non, on n'en parle pas. On parle surtout que peut-être que Donington pourrait être le Grand Prix de Formule 1 en 2002. Ah bon. Donc, et Dieu sait que Donington n'a jamais revu la Formule 1 de si près. Alors, et justement, dans ce Grand Prix, Eddie Irvine est passé proche de marquer des points. Il a fini à 10 secondes de Ricardo Zonta qui a obtenu... il a fini 7e, mais était à 10 secondes d'un point. Et Johnny Herbert a fini à un tour de retard de Michael Schumacher en 11e place. Donc, c'était un Grand Prix des États-Unis... relativement intéressant pour Jaguar, même s'ils n'ont pas marqué de points. Alors, voilà. C'est ce qui explique... En gros, ce 4e épisode qui parle de Paul Newman, de la retraite de Johnny Herbert et de la préparation pour le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis au début des années... en fait, en 2000. On se revoit dans le 5e numéro où on va parler davantage de la retraite de Johnny Herbert. C'est lui qui fait la une et c'est un peu un farewell. C'est plutôt un merci et un au revoir parce que c'est l'édition de le premier numéro post-saison. Donc, il officialise son départ de la Formule 1 et on commence à faire la transition vers la nouvelle saison. Donc, il y a quelques textes sur Johnny Herbert, son parcours, ce qu'il retient et on célèbre un peu sa carrière. Donc, on reviendra là-dessus notamment. Et puis, ce sera un numéro dont je t'expliquerai, Abdou, quand on va le faire. Parce qu'on ne le fera pas aujourd'hui, on termine notre série de marathon d'épisodes qu'on enregistre. Le point de vue éditorial du magazine, surtout sur son aspect visuel, va commencer à changer beaucoup. Oh. Et j'ai pas encore vu les pages couverture des éditions suivantes. Donc, ça va être une surprise pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce 4e épisode. On se retrouve une prochaine fois pour le 5e épisode. Salut tout le monde!